Donc, on continue sur le questionnaire Roger Mansuy en arithmétique, c'est la partie 2, et on venait de voir que 503 était premier. Bon. Et là maintenant, 111 est premier. Bon, ben non, ça c'est évident. 3 divise 111, parce que, bon, ben, il vérifie le critère de divisibilité par 3. D'ailleurs, on peut s'amuser à regarder la chose suivante. Bon, quels sont les nombres, si on appelle n indice k, le nombre qui s'écrit qu'avec des 1, avec K1 dans son écriture décimale. Alors, quand est-ce que 3 divise nk? Eh bien, on voit que bon, c'est évident avec le critère de divisibilité par 3 que 3 divise n indice k si et seulement si k est multiple de 3. Donc ici, on a n indice 3, hein, et n indice 6, hein, c'est-à-dire 111 111, hein, va être encore divisible par 3, etc., etc. Et on les a tous comme ça. Bon, on voit que 2 ne divisera jamais un nombre nk. On voit que 5 ne divisera jamais un nombre nk. Donc on a déjà 2 et 5, c'est foutu. Et 3, on a la solution. Maintenant, pour les autres nombres premiers. Donc voilà, à quelles conditions sur P premier et K dans n étoile a-t-on que P divise ce nombre nk, hein, qui s'écrit qu'avec des 1 dans une écriture décimale, hein, k fois. Donc on a dit, si P égale 3, il suffit évidemment que K soit multiple de 3. Bon, maintenant on va supposer que P est différent de 3. D'accord? Alors l'idée, c'est que quand P est différent de 3, c'est équivalent, hein, de dire que P divise le nombre obtenu qu'avec des 9, avec exactement K9. D'accord? Voilà, comme P est différent de 3, et qu'on a multiplié par 9, hein, donc, NK, comme bah, c'est une espèce de lemme d'Euclide ou lemme de Gauss, si vous préférez, hein. Bon, alors évidemment, si P divise NK, ben, P divise 9NK, et si P divise 9NK et P différent de 3, ben, P est premier avec 9, donc il divise NK. Donc c'est bien une équivalence. Mais alors ce qui est intéressant avec ce 9NK qui est constitué que de 9, ben, c'est que c'est égal à 10 puissance K moins 1. D'accord? Donc, on est ramené à la condition P divise 10 puissance k moins 1, c'est-à-dire à la condition 10 puissance k est congru à 1 modulo P. Voilà. Donc, on connaît ces nombres k, c'est-à-dire que si 10 est dans le groupe, alors dans le monde des groupes, ce genre de problème, hein, c'est facile à résoudre, parce que, enfin, facile, en tout cas, il y a une réponse, c'est-à-dire que si 10 est bien dans le groupe multiplicatif, attention, Z sur PZ étoile, c'est-à-dire si 10 est premier avec P, c'est-à-dire si 10 n'est pas multiple de P, eh bien, c'est le problème de chercher l'ordre de 10. Et l'ensemble des cas solutions, ça va être tous les multiples de l'ordre de 10. Donc en gros, pour P égale 2 et 5, ben on le fait à part. Pourquoi on fait à part P égale 2 et 5? Parce que ben, 10 est bien multiple de 2 et de 5, et juste de cela. Et là, on voit bien que c'est impossible, on l'avait dit tout à l'heure. Maintenant, sinon, P doit être multiple de l'ordre de 10 dans le groupe multiplicatif Z sur PZ étoile. Donc voilà. Maintenant, quel est l'ordre de 10 dans le groupe multiplicatif? Ça c'est un problème en général difficile, hein, qui est même lié à la conjecture d'Artin, mais au moins on a fait un lien. Donc par exemple, hein, disons, on veut savoir quand est-ce que n indice k est multiple de 7.
Eh bien, c'est si et seulement si k est multiple de l'ordre de 10 modulo 7. Mais 10 modulo 7, c'est 3 aussi modulo 7. Donc, il faut chercher l'ordre de 3. L'ordre de 3, il est bien dans z sur 7 z étoile, qui est d'ordre 6. Donc, ici, vous avez 3, l'ordre de 3 divise, hein, donc ça, c'est Lagrange, hein, l'ordre de 3 divise l'ordre du groupe. Donc, l'ordre de 3 divise 6. Donc, on va regarder pour 2 et 3. Donc, 3 au carré, évidemment, ça fait 2. Et 3 au cube, c'est 27. Modulo 7, ça fait moins 1. Donc, finalement, ça veut dire que 3 est bien d'ordre 6. Et donc, nk est multiple de 7, si et seulement si k est multiple de 6. C'est-à-dire que déjà, on a que 111 111 va être divisible, donc on savait qu'il était divisible par 3, il est aussi divisible par 7. Alors c'est assez marrant, hein, on voit que tout nombre premier, bon, à part 2 et 5, hein, exceptionnel, va se retrouver comme diviseur de ces nombres, cette suite de nombres nk. Bon, alors maintenant, si n égale 0 modulo 2, alors n plus 1 égale 0 modulo 3. Bon, oui, non, ça c'est... On voit bien comment on essaye de nous induire en erreur en ajoutant 1, mais bon, on va prendre n égale 4, qui est égal à 0 modulo 2, et 4 plus 1, qui est congru à moins 1 modulo 3, donc c'est faux. Il y a une infinité de nombres premiers congrus à moins 1 modulo 4. Alors ça, bon, c'est quelque chose de vrai, c'est connu, on va dire. Plus généralement, il y a une histoire qui s'appelle le théorème de Dirichlet. Hein. Et bon, on va essayer de le dire. D'abord, il faut connaître la preuve, hein, du théorème qui dit qu'il y a une infinité de nombres premiers. Bon, en gros, hein, la preuve, c'est que s'il y en avait un nombre fini, alors on pourrait faire le produit de tous ces nombres premiers, et à ce produit, on ajouterait 1, et on obtiendrait un nombre grand N qui aurait des diviseurs premiers, et ces diviseurs premiers, forcément, ils sont dans la liste des nombres finis, et ils divisent aussi n. Donc, ils divisent à la fois le produit des premiers et n, donc ils divisent 1, c'est-à-dire la différence entre n et le produit des nombres premiers, et on tombe sur une absurdité. Donc, c'est une très, très, très vieille preuve, et pour d'autres versions, on peut calquer la preuve sur cette preuve antique. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va supposer par l'absurde qu'il existe un ensemble fini, grand P, de nombres premiers petit p, tel que P est congru à moins 1 modulo 4. Ça, c'est le truc de base, si on veut calquer la preuve. Et maintenant, la petite différence, c'est qu'on va poser grand N égale 4 produits de tous ces nombres premiers-là, et ensuite moins 1. Bon, je n'ai pas mis de parenthèse, mais en tout cas, c'est ce produit-là, moins 1. Voilà. Et on va montrer, à partir de là, qu'il y a une absurdité. D'abord, n est impair, ça c'est clair. Et là maintenant, j'affirme qu'il possède un diviseur premier q congru à moins 1 modulo 4. Donc, finalement, q qui va appartenir à l'ensemble qu'on a appelé grand P. Alors, pourquoi c'est vrai? Sinon, tous ces diviseurs premiers seraient congrus à 1 modulo 4. En fait, un nombre premier, c'est soit le premier pair, donc 2, soit un nombre impair, donc congru à 1 ou moins 1 modulo 4. Donc, comme il est impair et qu'il n'est pas divisible donc, par 2, tous ces diviseurs premiers sont
congrue à 1 modulo 4, puisqu'ils ne peuvent pas, par hypothèse, être congrus à moins 1 modulo 4. Et dans ce cas-là, bah, n, c'est le produit de nombres premiers, qui sont tous congrus à 1 modulo 4. Donc, par compatibilité de la congruence avec la multiplication, on a n congru à 1 modulo 4. Mais ça, non, c'est absurde. D'accord? Parce que modulo 4, n vaut moins 1. Voilà. Donc déjà, on est sûr qu'il existe au moins un diviseur premier Q congru à moins 1 modulo 4. Donc Q est à la fois diviseur de n et il fait partie de cette liste. Il est dans grand P. Donc maintenant, Q est dans grand P. Donc Q divise moins 1. Hein, exactement comme dans cette preuve antique. Puisque Q divise grand M, par hypothèse, et Q divise, on vient de montrer que Q divisait ce produit, donc ce produit-là. Donc il divise la différence et il divise moins 1. Et là, c'est absurde. Voilà. Donc cette infinité, c'est vrai. Il y a une infinité de nombres premiers congrus à 2 modulo 4, eh bien non. Hein. En gros, il y a toujours une infinité de nombres premiers congrus à B modulo A, si et seulement si A et B sont premiers entre eux. Donc là, évidemment, ce n'est pas le cas. Ça, c'est le grand théorème de Dirichlet qui est assez difficile à prouver. Donc, non, il n'y a pas une infinité, parce que si P est congru à 2 modulo 4, déjà, il est pair. Hein, donc, c'est faux. Pas une infinité de nombres premiers pairs. Deux entiers m et n ont même valuation 2 adiques si et seulement si il existe des entiers k et l tels que ceci. Voilà. Alors là, regardez bien, hein, l'existence, tirer une existence de quelque chose est peut-être l'implication difficile. On a un si et seulement si. Hein. Et dans l'autre sens, c'est plus facile. Donc, avoir le bon réflexe, c'est de commencer par aller à droite. Supposons que l'on a ça. Donc, maintenant, on prend la valuation de adique, c'est-à-dire l'exposant de 2 hein, dans l'écriture. Donc, cette fonction, elle transforme évidemment la multiplication en addition. Hein, prendre l'exposant, c'est faire un espèce de logarithme, en quelque sorte. Hein. Donc, on va tirer de là, de cette égalité, que la 2 valuation de 2k plus 1 plus la 2 valuation de m est égale à 2 valuations de 2l plus 1 plus la 2 valuation de n. Mais comme la 2 valuation d'un nombre impair, c'est 0, hein, d'accord? Je vous rappelle que la 2 valuation, c'est la puissance de 2 hein, qu'on a dans la décomposition au nombre premier, eh bien, on va avoir que la 2 valuation de m est égale à la 2 valuation de n. Donc, dans ce sens-là, c'est bon. Maintenant, s'ils ont même valuation de adique, vous voyez qu'à gauche, on a un multiple de m, à droite, on a un multiple de n. Donc, ça ne coûte rien de prendre le PPCM de m et n. Et maintenant, le PPCM de m et n, vous savez comment on le trouve, hein, on peut le trouver en tout cas comme ceci. On prend la décomposition de m en premier, pareil pour la décomposition de n, et on va garder que le max des p-valuations hein, pour m et n. Et on va prendre le produit de ces nombres premiers à la puissance, le max, et ça va nous donner le PPCM. Donc, comme m et n ont même valuation de adique, pour obtenir le PPCM de m et n, on n'a pas besoin de multiplier ni m ni n par une puissance de 2, puisque c'est resté stable, puisque le max est le même pour l'un et pour l'autre.
Et donc, on a multiplié que par des puissances de nombres premiers impairs. Donc, finalement, on a multiplié ici par un nombre impair, ici par un nombre impair. Donc, ça veut dire que ça existe bien. Voilà, donc là, c'est vrai. L'équation, alors là, maintenant, on tombe sur une suite d'équations de congruence. On voit 3x égale 2 modulo 25 admet une infinité de solutions. Alors, attention, donc 3 et 25 sont premiers entre eux. Donc, 3 appartient à z sur 25z étoile, c'est les inversibles. Donc 3 est inversible modulo 25. Donc ce qui veut dire que modulo 25, 3x égale 2 possède une unique solution. C'est x égale à l'inverse de 3, modulo 25, fois 2. Mais attention, on n'est pas en train de regarder modulo 25, on est en train de regarder dans z. Donc ça, c'est une équation dans z. Donc là, ça admet une infinité de solutions. C'est-à-dire, modulo 25, c'est unique. On va avoir un x0, unique modulo 25, mais on va regarder l'ensemble des solutions, ça va être l'ensemble des x0 plus 25k, où k appartient à z, donc il y a bien une infinité, et c'est vrai. L'équation 3x égale 2 modulo 24 admet une infinité de solutions. On voit que non, parce que, supposons par l'absurde qu'il existe une solution, on aurait 3x égale 2 plus 24k. Et là, on voit que comme 3 divise 3x et 3 divise 24, k, sûr, alors ça voudrait dire que 3 divise 2, et ça, c'est absurde. Donc, il a 0 solution. Le problème, c'est que s'il en a une, il en a une infinité. Donc là, le problème, c'est pas le fait que ce soit une infinité, c'est surtout qu'il en a 0. X égale 1 modulo 72, si et seulement si x égale 1 modulo 9 et x égale 1 modulo 8. Donc, on est dans le lemme chinois. 9 et 8 sont premiers entre eux. 9 fois 8, ça fait 72. C'est l'isomorphisme entre z sur 72z et z sur 9z croix z sur 8z. Et dans cet isomorphisme, où on prend les congruences, 1 va vers 1, 1. D'accord? Parce que 1, il est congru à 1 modulo 9 et 1 modulo 8. Donc c'est bien, quand on connaît un peu le lemme chinois, on reconnaît que 1, 1, c'est l'image de 1 par le morphisme du lemme chinois. Donc ça, c'est vrai. C'est ainsi seulement si. X égale 13 modulo 35, si et seulement si, x égale 6 modulo 7 et x égale 8 modulo 5. Pareil, 7 et 5 sont premiers entre eux. 7 fois 5, 35. C'est-à-dire que l'image par le morphisme du lemme chinois de z sur 35z vers z sur 7z croix z sur 5z, c'est bien 6, 8. Donc 13, modulo 7, ça fait bien 6, et modulo 5, ça fait bien 8. Donc c'est... Pour tout AB, les solutions du système x égale a modulo 9 et x égale b modulo 3 forment une classe modulo 9. Alors attention, toujours pareil. Le problème, ce n'est pas de former une classe modulo 9. Donc il y a toujours cette question un peu biaisée, un peu piégée. Le problème, ce n'est pas de former une classe modulo 9. C'est-à-dire, s'il existe une solution, alors ça forme une classe modulo 9, parce que ça forme toujours une classe modulo le PPCM là, de 9 ici et 3. Et le PPCM de 9 et 3, c'est 9. Donc ça forme toujours une classe modulo 9 s'il y a des solutions. Heureusement, il n'y a pas toujours des solutions. Par exemple, vous pouvez prendre, si vous prenez A égale 0 et B égale 1, il n'y aura pas de solution. Parce qu'on ne peut pas trouver un multiple de 9, c'est-à-dire x égale A modulo 9, c'est-à-dire x est multiple de 9, qui soit congru à 1 modulo 3. Parce que quand on est multiple de 9, on est a fortiori multiple de 3. Donc là, c'est faux à cause de ça, mais pas à cause de la classe modulo 9. Faudrait pas... Voilà. Pour tout AB dans Z, les solutions du système
ceci forme une classe modulo 18. Là, bon, bah, c'est typiquement vrai, c'est encore le lemme chinois, parce que 9 et 2 sont premiers entre eux. Le système x égale a modulo 4 et x égale b modulo 16 admet des solutions si et seulement si a égale b modulo 4. Alors oui, là, et regardez, hein, je dirais même b égale a modulo 4, je l'écrirai dans ce sens-là. Bon. Regardez, on va supposer que ceci est vrai, on a des solutions. Donc on a un x. Hein. Donc maintenant cet x, on va le regarder modulo 4. Eh bien, modulo 4, on va avoir b qui va être égal à a. On peut le voir de façon un peu basique. On écrit x égale b plus 7k. Et donc, ça fait modulo 4, x égale b plus 4k'. Et donc, b égale a modulo 4. On peut le voir avec des morphismes de groupe aussi. C'est-à-dire qu'on a un morphisme de z sur 16z vers z sur 4z, et qui est un morphisme de congruence. Attention, hein, on n'a pas un morphisme de congruence de z sur 4z vers z sur 16z. Ça, c'est important à comprendre. Mais, hein, donc on a un morphisme de z sur 4z qui passe au quotient, parce que 16z est inclus dans 4z, divisé c'est contenir, ce qui fait que par ce morphisme, hein, de z sur 16z dans z sur 4z, on envoie b sur a. Donc, on a forcément ici a égale b. Voilà. Maintenant, réciproquement, si a égale b modulo 4, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, x, est-ce qu'on va trouver des solutions? Ben oui, parce que vous allez prendre juste une solution de x égale b modulo 16. Donc là, il n'y a pas de système, il y a forcément une solution. Donc on regarde la classe de b. Et ben, modulo 4, ben, ça va donner x égale a. Encore à cause de ce morphisme qui va de z sur 16z vers z sur 4z. C'est-à-dire que modulo 4, ben, on aura b et donc a, puisque b égale a. Voilà. Donc là, c'est vrai. Alors, je remarque que dans ces systèmes de congruence, il y a deux situations dans ce questionnaire. C'est la situation où m et n sont premiers entre eux, là comme ici 9 et 2, ou m divise n, là comme ici 4 et 16. Mais il n'y a pas le cas où m et n ont juste un PGCD différent de 1 sans se diviser l'un l'autre. Donc là, je vous conseille de regarder, donc c'est dans le carnet de voyage en algébrie, le cas est complètement traité avec une façon de résoudre les systèmes de congruence quand on a juste un PGC. Bon, alors ici, si x égale m modulo 2 puissance n, alors x égale m modulo 2 puissance n plus 1, bah, toujours pareil. La congruence ne va pas, hein, de là vers un multiple. Au contraire, ça va dans l'autre sens. Ça aurait été l'inverse, on serait parti de là, on serait arrivé à là. Donc la réciproque est vraie. Mais dans ce sens-là, c'est absolument faux. Et on va prendre m égale 1, donc on va prendre 3 qui est congru à 1 modulo 2, mais 3 n'est pas congru à 1 modulo 4. Donc c'est évidemment faux. La classe de 6 est inversible, ici. Ouais, alors il faut montrer juste que 6 est premier avec 1789. Ben oui, on l'a dit, hein, ça c'est pas multiple de 2, c'est pas multiple de 3 à cause du critère. Donc ça, c'est vrai. Ils sont premiers entre eux. Les groupes ici, si M et N sont premiers entre eux, ces groupes-là. Alors on parle de groupes additifs, là. Hein. Attention,
on parle de groupe additif. Ici, c'est l'addition. Hein. Ici, c'est l'addition ici, l'addition de Z sur MZ et de Z sur NZ, et avec le produit direct, ce qu'on appelle le produit direct des groupes, où on ajoute membre à membre. Et donc là, c'est vrai. Hein. Et c'est même vrai comme anneau. Hein. L'isomorphisme du lemme chinois, hein, est compatible avec la multiplication, mais attention, c'est très important que M et N sont premiers entre eux, sinon c'est archi faux. Là, ici, bah oui, bah, disons que ça, c'est le lemme chinois dans sa version multiplicative, un groupe multiplicatif. Et c'est grâce à ça qu'on obtient que la fonction de l'air est une fonction arithmétique, c'est-à-dire que phi de Mn est égal à phi de M fois phi de N, puisque c'est le cardinal. Pour tout A n'appartenant pas à 6Z, alors ici on a ça, ben non, c'était censé imiter Fermat, hein, mais 6 n'est pas premier ici, donc normalement on sort du cadre de Fermat, ce qui ne veut pas dire que c'est faux, hein. On va quand même vérifier. Oui, on va prendre 2, hein, qui n'est pas dans 6Z, et 2, il peut pas, 2 puissance 5 ne peut pas être congrue à 1 modulo 6, parce que 2 puissance 5, ça voudrait dire que 2 puissance 5 est premier avec 6. Or, 2 divise 2 puissance 5 et 2 divise 6. Donc là, c'est faux. Phi de 6 égale 2, ben oui. Alors, on peut le faire à la main, vraiment. Hein. Il n'y a que 2 éléments entre 1 et 6 qui sont premiers avec 6, c'est 1 et 5. Donc, il y en a 2. Voilà, donc c'est vrai. Ou alors, on peut le faire avec la formule qui utilise le fait que phi est une fonction arithmétique. Donc, phi de 6, c'est phi de 2 fois phi de 3, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, ça fait phi de 2, ça fait 1, et phi de 3, ça fait 1. Phi de 2, ça fait 1, et phi de 3, ça fait 2. D'accord? En général, phi de p, c'est p-1. Donc, ici, ça nous fait 1 fois 2, et c'est bien 2. C'est une autre méthode. Pour tout A n'appartenant pas à 6Z, A2 égale 1 modulo 6. Toujours faux, hein, pour la même raison que tout à l'heure. Que ce soit 2, 5, 12, c'est faux. Puissance 4, ben c'est faux. Si pour tout A n'appartenant pas à PZ, A P-1 égale 1 modulo P, alors P est premier. Bon, ben non, ça c'est faux. Hein. Cette réciproque, on aimerait bien l'avoir, mais il y a les nombres de Carmichael. Donc, comme par exemple 561, qui n'est pas premier, et qui va vérifier ceci. Donc, soit n dans grand N, P premier, et A qui n'appartient pas à PZ, tel que AN égale 1 modulo P, alors P-1 divise N. Alors, vous voyez que ici, ça veut dire que N, en quelque sorte, il annule A. Bon, je dis annule, c'est pas tout à fait annule, mais il neutralise A. Donc, c'est-à-dire que N est multiple de l'ordre de A. Et l'ordre, lui, il divise l'ordre du groupe, c'est-à-dire Z sur PZ étoile, d'ordre P-1. Donc attention, hein, c'est faux, parce que ce n'est pas P-1 qui divise N, c'est quelque chose qui, a priori, devrait être plus petit pour la divisibilité, c'est-à-dire l'ordre de A. Donc là, c'est faux. Attention. Le nombre de racines primitives énième de l'unité, c'est phi de n, donc ça c'est vrai, connu. En fait, c'est lié au fait que l'ensemble des racines énième de l'unité, c'est une structure de groupe isomorphe à Z sur NZ. Hein, c'est le groupe cyclique, hein, finalement, on voit bien que c'est sur un cercle, ça porte bien son nom. Et que les racines primitives énième de l'unité, ça correspond
au générateur de Z sur NZ. Le cardinal de Z sur NZ étoile est phi de n, donc ça c'est vrai. Hein. Soit on le pose comme définition, soit alors on le voit comme théorème. Si on prend comme définition que phi de n, c'est le cardinal de l'ensemble des éléments de 1 à n premier avec n, et bien le fait d'être premier avec n par Bezout, on voit tout de suite que ça veut dire qu'on est inversible dans l'anneau Z sur NZ et réciproquement. Donc c'est Bezout qui est derrière tout ça. Pour tout n premier, phi de n égale n moins 1, bah oui, hein, parce que l'ensemble des nombres premiers de 1 à p, qui sont premiers avec p, bah, il y en a n moins 1. Pour tout mn, phi de mn égale phi de m, phi de n, bah non, c'est faux, parce que c'est uniquement vrai si m et n sont premiers entre eux. Par exemple, vous allez prendre m égale n égale 2, ça ferait phi de 2 fois 2, donc phi de 4, serait égal à phi de 2 fois phi de 2, donc serait égal à 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Or, phi de 4, ça fait 2. Donc là, c'est absolument faux. Phi de 36, c'est 30. Bon, il suffit de... Alors, on a une jolie formule hein, pour calculer phi. On regarde les diviseurs premiers du nombre n, quand on veut calculer phi de n. On ne s'occupe pas de la multiplicité, on s'occupe juste des diviseurs premiers. Et on va multiplier n par le produit des 1 moins 1 sur p, quand p parcourt cet ensemble de nombres premiers. Donc ici, cet ensemble de nombres premiers, c'est 2, 3, d'accord? Il n'y a que 2 et 3 qui divisent 36 comme nombre premier. Donc on va prendre 1 moins 1 demi fois 1 moins 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers. Et on va multiplier 36 par 1 tiers. Donc ça fait 36 fois 1 tiers, ça fait 12. Donc ça ne fait pas 30. Et là, bah, on peut le faire pareil. Les nombres premiers, là, ça va faire 3 et 7. Donc on fait 1 moins 1 tiers fois 1 moins 1 septième. Ça fait 2 tiers fois 6 septièmes. Et ça fait donc 12 21e. Et donc 12 21e fois 21, ça fait 12. Donc là, c'est 20. Voilà. Sinon, on peut les compter à la main. C'est assez... Voilà, et ben on a terminé.